suis heureux d'animer cette session en invitant les autres intervenants à nous rejoindre. Peut-être que vous pouvez rester avec nous parce que ça sera intéressant d'avoir votre réaction. Mais je voudrais demander à Éric Lejoindre, qui est maire du 18e arrondissement. Le 18e arrondissement de Paris est un arrondissement qui est sans doute un des plus divers à Paris, mais c'est aussi un arrondissement qui accueille depuis la semaine dernière un centre d'hébergement, d'accueil de réfugiés. Il va nous expliquer ce qu'il en est. Monsieur Nazad Hadi. Mr. Hadi is the governor of Erbil in Kurdistan, in Iraqi Kurdistan, and he will explain us what is the situation in his territory. Pascal Brice, donc vous restez avec nous. Stéphane Lecourant, qui est chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, qui nous rejoint. Bonjour, bienvenue. Malheureusement, nous avions prévu d'avoir un auxiliaire socio-éducatif qui est réfugié lui-même, mais qui a été recruté par la ville de Paris pour travailler dans un centre. Je crois qu'il a pris peur face à l'enjeu de parler en public, et on peut le comprendre. Donc il ne sera pas avec nous, mais je crois qu'Éric peut nous expliquer un peu aussi comment ça se passe avec les associations. Et puis Régis Savios, qui est chef de la délégation du CICR en France, mais il nous expliquera que le CICR, qui est basé à Paris, l'antenne parisienne du CICR, gère en fait une grande partie de l'Europe, donc pas seulement évidemment la France. Voilà, alors juste un point pour dire que évidemment cette question des réfugiés, elle a frappé l'Europe depuis quelques années, mais il faut qu'on ait conscience, nous, Européens, que c'est une question qui est démultipliée à travers le monde. Et des réfugiés, des migrants, il y en a beaucoup plus en Afrique, des gens déplacés, des hommes et des femmes déplacés, évidemment dans le Moyen-Orient, je pense au Liban ou à la Turquie ou à la Jordanie. Le Liban, je crois qu'il a presque doublé sa population depuis 5 ans. Donc ce que représente l'arrivée de réfugiés en Europe est tout à fait modeste par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, et je crois que c'est important d'en avoir conscience. Quand la crise est arrivée, quand le flux de réfugiés est arrivé en Europe, on avait pensé aussi à proposer à toutes les communes d'Europe d'accueillir une famille ou deux. Je voudrais juste, pour avoir une échelle, dire qu'en Europe, nous avons 130 000 collectivités territoriales. Donc si chacune de ces collectivités, que ce soit un petit village, et il y a des villages qui accueillent des réfugiés, ou une ville, si chacune de ces communes accueillait une famille ou deux, on aurait déjà une réponse assez large au problème. Mais ça, c'est un des enjeux aussi, peut-être que Brice pourra y répondre tout à l'heure, sur la différence de vision qu'on peut avoir, nous, en tant que représentants des communes, où effectivement on est en situation de pouvoir accueillir une famille, et où les services de l'État, bien souvent, préfèrent avoir des centres avec plus de monde pour pouvoir suivre les gens. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, je ne vais pas évidemment monopoliser la parole, surtout qu'on a déjà beaucoup de retard. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Éric Lejoindre, qui va nous dire un peu où en est la situation du centre qui est tout récemment ouvert, et puis peut-être aussi un point sur les enjeux que représente l'arrivée de réfugiés sur le territoire d'une ville comme Paris, et en particulier sur son arrondissement, le 18e. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. D'abord, je pense que la question qui nous est posée sur les migrations, les réfugiés aujourd'hui, et d'ailleurs le fait qu'on en parle ce matin alors qu'il est question d'un sommet sur l'inclusion, l'innovation et la résilience, est la démonstration que la situation a changé ces dernières années. Parce que si ce sommet avait été organisé il y a 3 ou 4 ans à Paris, sans doute que la question des réfugiés, sans doute que la question des migrations n'aurait pas été posée, en tout cas pas dans ces termes. Paris a toujours été une ville d'accueil, et Paris accueille depuis toujours des journalistes, des opposants politiques, tout un tas de populations qui viennent trouver refuge dans notre ville, mais dans d'autres conditions. Et donc il y a bien eu un changement de paradigme, un changement de dimension du questionnement qui nous pousse à nous poser ces questions aujourd'hui, et je crois que c'est une très bonne chose qu'on puisse le faire.
Paris accueille, Pascal Brice l'a dit, les villes sont le lieu où se concentrent les flux entrants, et c'est normal que ça se fasse aussi à Paris, et de fait, sans doute pour des raisons à la fois historiques et géographiques, le 18e arrondissement de Paris est un bon exemple de ce qui peut exister finalement dans tout Paris, mais sans doute de ce qui peut exister dans beaucoup de grandes villes de France. Le 18e est un arrondissement d'accueil, où le 18e dans Paris est un lieu d'accueil depuis de très nombreuses années. Le 18e c'est Barbès, le 18e c'est Château-Rouge, le 18e c'est l'arrière de la gare du Nord, c'est l'arrière de la gare du Lest. Bref, c'est un lieu de transit depuis de très nombreuses années, même si, encore une fois, les flux de transit ont beaucoup évolué, et du coup la question se pose aujourd'hui un peu différemment. Comment s'organise cet accueil? D'abord, il faut constater qu'on a mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait, à analyser la situation et à y faire face. Ça fait 2 ans maintenant que des campements existaient, puisque c'est fini pour le coup, mais que des campements existaient à Paris et essentiellement dans le 18e, et que petit à petit, la ville, l'État et l'ensemble des partenaires ont trouvé des méthodes pour faire face à ce nouvel afflux. Le dernier maillon de la chaîne qu'on a construit étant le centre humanitaire, dont je peux vous dire un mot maintenant, qui a ouvert il y a 15 jours à la porte de la Chapelle. Mais avant la création de ce centre, on a bien sûr mené une politique sur l'ensemble des maillons de la chaîne. On a ouvert des centres d'accueil de plus petite dimension pour que les personnes restent plus longtemps. Par exemple, dans le 18e, géré par Emmaüs, un centre pour 150 personnes qui sont là pour rester un peu plus longtemps. Et puis, on a essayé au fur et à mesure de trouver des solutions aux flux qui arrivaient, et on s'est rendu compte, la maire de Paris avec son équipe, et notamment Dominique Versini, s'est rendu compte qu'il manquait un maillon à la chaîne de l'accueil. Ce maillon, c'est ce qu'on appelle le primo-accueil. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive pour la première fois à Paris? Jusqu'à maintenant, quand on arrivait pour la première fois à Paris, on restait dans les bonnes périodes 1 semaine, 15 jours, dans les mauvaises périodes plusieurs mois, à la rue, le temps que les différentes structures trouvent une solution d'hébergement. Et on a donc voulu répondre à ce moment-là, qui est le moment avant la rentrée dans le dispositif, en créant ce centre d'accueil humanitaire qui permet à toutes les personnes qui arrivent pour la première fois à Paris de se présenter dans un lieu qui est un beau lieu, dans un lieu qu'on n'a pas voulu cacher, dans un lieu qu'on a voulu montrer, donc d'arriver dans ce lieu et d'y trouver une solution temporaire à sa situation, soit d'être hébergé pour un temps court, 5 à 10 jours, le temps que les autres partenaires, et notamment l'État, puissent trouver une solution de plus long terme, soit être réparti d'ores et déjà dans les structures qui existent. Ce centre, impulsé et souhaité par la maire de Paris, et qui trouve sa place donc à la porte de la Chapelle, il n'aurait pas pu exister si l'ensemble des partenaires dont Pascal Brice parlait ne s'était pas mobilisé. L'État, bien sûr, à la fois qui finance une partie importante de ce centre, même si la ville en finance une autre partie importante aussi, les grandes organisations nationales, les ONG aussi, je pense bien sûr à Emmaüs qui le gère, mais aussi à Médecins du Monde qui est un partenaire sur le plan de la santé, et surtout les habitants de Paris, les Parisiens, et les très nombreux bénévoles qui travaillent aux côtés d'Emmaüs pour permettre l'accueil dans ce centre d'hébergement. Est-ce que je peux vous demander justement par rapport à ça, moi j'ai en tête les images du 16e arrondissement avec les réactions très hostiles des riverains pour la construction d'un lieu d'accueil. Quelle a été la réaction des riverains dans votre arrondissement par rapport à ce centre d'accueil de primo-arrivants? La réaction a été très différente, d'ailleurs, sinon ça se serait su. C'est sans doute pas des questions de nature, hein. C'est sans doute parce que les habitants du 18e, et notamment de ce quartier du 18e, vivaient la situation précédente depuis 2 ans, et vivaient à l'intérieur des campements. Et donc les habitants du 18e, de cette partie de l'arrondissement en tout cas, connaissaient la problématique, y faisaient face au quotidien, avaient pour un nombre relativement important participé dans des conditions très difficiles à l'accueil à la rue, et donc étaient sans doute plus connaisseurs de la situation. Et je crois que, et c'est le rôle aussi des élus locaux dans les villes ou dans les gouvernements locaux, je pense que la première demande des habitants, la première demande de la population, c'est une demande de maîtrise. La solidarité, elle existe. La volonté d'accueillir, elle est là. Ce que
n'acceptent pas les habitants et ce que ne peuvent pas accepter non plus les élus, c'est le désordre. Et donc ce que demandent les habitants, c'est qu'on organise les choses. Et quand on a pris en charge le sujet, quand on s'est mis à l'organiser, tout de suite les habitants ont accompagné, ont compris le sens de la démarche qu'on souhaitait, ont compris qu'on ne créait pas de concurrence avec d'autres publics, mais que simplement on faisait face à une situation, on y répondait en la maîtrisant et on y répondait avec eux. Et moi j'ai organisé à la mairie du 18e plusieurs réunions qui ont réuni 300, 400 habitants du 18e et un peu au-delà, avec des demandes très légitimes d'être rassurés, de savoir ce qui allait se passer, de comprendre l'outil qu'on voulait constituer. Et une fois que cet outil a été décrit, la plus grande partie des habitants l'ont compris. On a fait, il y a un peu moins de 10 jours, une réunion sur place avec les conseils de quartier, donc les habitants les plus proches du centre, et la réflexion très majoritaire des habitants a été de dire non mais le centre c'est très bien, vous avez raison de le faire, il fallait le faire, et on est sûr que ça va bien se passer. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui va se passer autour, et ce qu'on veut, c'est que vous régliez les problèmes du quartier qui n'avaient en fait rien à voir avec la question des réfugiés, et on a parlé d'autres sujets qui concernent le quartier de la Porte de la Chapelle et pas du centre humanitaire, en tout cas dans son fonctionnement. Et c'est la démonstration que le site s'est bien ancré sur son territoire, et encore une fois, on a plus de 200, 300 maintenant sans doute bénévoles qui ont accepté de s'engager auprès d'Emmaüs pour faire ce travail, ce qui est la démonstration que quand on ne cherche pas à faire la leçon aux habitants, quand on ne cherche pas à leur imposer des choses, mais quand on cherche tout simplement à régler un problème avec eux, alors ils nous accompagnent. C'est vrai sur la question des migrants, comme c'est vrai sur beaucoup de questions qui concernent nos villes. Merci Éric Lejoindre. Juste peut-être une dernière question. Les premiers turnovers ont eu lieu. Est-ce que vous savez où vont ensuite les migrants? Vous suivez les choses? Après, c'est l'État qui reprend ou l'OFPRA? Mais ensuite, effectivement, c'est l'État qui reprend la maîtrise, qui gère. Les premières sorties du centre humanitaire ont eu lieu dans de bonnes conditions, ce qui prouve qu'il commence à y avoir une fluidité. C'est un enjeu essentiel, hein, la fluidité en aval du dispositif. Il existe depuis 15 jours, hein, donc on n'est qu'au tout début, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, les sorties ont eu lieu dans de bonnes conditions, ont permis aux migrants de rentrer dans le dispositif national d'accueil, comme il est prévu, dans le droit commun, de sortir de ce moment un peu particulier qui est celui du centre humanitaire, pour rentrer dans le moment du droit commun. Et voilà, moi je suis très optimiste parce que je constate que les engagements qui avaient été pris sont tenus. Et si on reste comme ça sur la durée, alors l'outil qu'on a voulu constituer trouve sa place et il continuera à avoir sa place. Merci beaucoup. Merci et félicitations pour cet exemple. Alors, we are going now to go in Iraq, in Kurdistan, where the situation is very problematic, of course, and where a lot of refugees are asking your authority to take care of them, of course. So, Mr. Adi, welcome to Paris, first of all. And I know that you have some pictures to show us while you will be presenting them. So the floor is yours. Thank you. Thank you. First of all, I am honored to be here among you, and I would like to express our thanks to Madame Anne Hidalgo to give us opportunity to participate in such a great event here in the French. And also I would like to give you a brief about our city to have a match how the challenges which are facing and about the situation of the refugees and the IDPs in the Kurdistan Erbil. Erbil is the capital of the Kurdistan region. It is the oldest inhabited city with the 6,000 years age. The citadel is located in the middle of the city, which is in the list of the World Heritage. And our story, in fact, started after 2003 with the removing the former dictatorship in the Iraq. The story of the Kurdistan started because we have, for the first time, we have our opportunity to running our city by ourselves as a Kurdistan people. At the beginning, we succeed to finding a peace into the society with the rich culture of the Kurdistan people living together, Kurd, Arab, Shi'i, Sunni, and Christian, Yazidis, without any problem. So we started a huge plan with the new master plan for the city, and we are focusing all the different sectors depending on our main resource at the beginning as an oil country. So we developed our city during the 10 years, 2004, 2014, with a successful plan. We worked as a team together.
We implement about $10 billion projects on the education, agriculture, health sector, transportation, even covering the environment and to expanding the green area in the city, excluding the green belt, and also we prepared a plan for the tramway for solving the problem of the transportation in the cities. Everything is going very smoothly, and the city has been a big center for the whole Iraq during these 10 years for the trade and business, even for the medical treatment for the Iraqi people. But unfortunately, our serious crisis started 2014 when the ISIS is finding in the area. At the beginning, we received around 30,000 families, Syrian refugees, around 118,000 individuals. And after that, when the ISIS attacked the Iraq and the Kurdistan, the big waves of the Iraqi IDPs, they moved to the Kurdistan, around 120,000 families, 600,000 individuals only in the Erbil. That's been more than 700,000 IDPs and the refugees. They are living in Masti. Biggest number of the Arab Sunni from Baghdad, Anbar, and the other cities. Kurd Yazidis, about 70,000 of them, they are Christians. They are living in the Erbil and the other minorities in our cities. So the Syrian, 40% of them, they are living in the 4 camps. 60% of them, they are out of the camps. 95% of the Iraqis IDPs, more than 550,000 of them, they are living out of the camp. They are sharing all the infrastructure with the host community, water, electricity, medical treatment, health, everything that's like our citizen. So depending on according to the World Bank report, yearly, our government have to finding $1 billion for finding these services for this big number of the IDPs in the Kurdistan. And our host community is received very warmly without any problem. And now, when the operation of the Mosul, the second biggest city of the Iraq, is started already. So our brave Peshmerga, which are proud that beside of the Iraqi militaries, they are fighting in the front line and they sacrifice. And they are receiving daily the new arrival people in the Mosul, because the areas around the Mosul, villages, districts, have been liberated. Some quarters enter the city, the fighting, and there is more than 1.5 million people are entered the Mosul till now. And depending on our plan, which prepared with the federal government, with the United Nations agency, with the international agencies, working together how to receiving all these big number new arrivals. Now recently we have 60,000 of them in the camps close to the Erbil. So we have to imagine how it will be difficult to protect and to find the security. And these people is coming from the Mosul, which they stayed with the ISIS more than 2.5 years with the ISIS. Of course, all of them, they are not been ISIS. They are civilian people. But also ISIS, almost they are using any gap to do any of their activities among even the IDPs also to attack our people. And we have to imagine how difficult for the Peshmerga forces in the same time to fighting and to protect and to protect the human values and dealing with these new IDPs. So really we are facing a big challenges with this crisis. And we are thankful for the coalition forces, United States, Europe supported our forces and they helped us. And we are asking for more than, because the problem is more than our capability. We cannot receiving all these big numbers. And also I would like to express my greeting thanks to President Hollande. 2 years ago, he visited us in a very difficult days. We received him in the church among the Christian IDPs, and also last year, Madame Anne Hidalgo visited Erbil, and she visited the camps, and she saw the situation in the Erbil. For that, we are asking more help. We are here to sharing our experience with you, with your knowledge, how to can help us, how to can supporting us more to facing this term of the ending of the ISIS hope in the Iraq. And finally, really, I'm proud of my people with this pressure, and they are suffering. They are under the pressure of the economic. Even they are not getting their salary. About 40% of their salary can provided because of the finance crisis. But they are warmly and generously welcoming all this big number as a host committee without any problem. So thank you and thank you for accepting us, and
really we're asking more help and more support for the Kurdistan people. In right, they have to be support because we suffer it and we're fighting seriously against these bad people. Thank you for patience. Thank you very much. Thank you very much for being here with us, and you know that there are strong historical links between Kurdistan and France, and this friendship is a long time friendship, and I feel sorry that we cannot do more, and I'm sure many people here feel the same, of course. But let me ask you a question about the refugees that are coming in your region. What is the proportion of those who are in camps? And because I can imagine that many refugees come and they don't go to camps, but they are also in the territory, in the city, and hosted by people directly, no? As I mentioned, the biggest number of them, they are out of the camps because they are Iraqi people like us, and they've been welcomed by our people, and they are sharing everything, even the job in the cities through the competition. They are working like our people. And fortunately, our people, they accepted that, and they understand how it's difficult for them as Iraqi people, and we have to help them. So really, this is a very nice image for our people and vision to support our partner in the Iraq during these very difficult days. Okay, thank you very much. Pascal Brice, comment, en tant que directeur général de l'OFPRA, vous réagissez à ces propos? Quel est peut-être le lien, vous en avez parlé tout à l'heure, entre évidemment l'action des territoires et l'action des États, qui peut soutenir évidemment l'action qui se passe à Erbil, et peut-être aussi une question sur le lien que vous avez vous-même avec les autres offices nationaux. J'imagine que chaque pays a l'équivalent de l'OFPRA. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait ensemble au niveau européen pour trouver des réponses à ces questions? D'abord, je veux évidemment redire notre admiration, et je sais qu'elle est collective, pour la résistance des Irakiens et parmi eux des Kurdes, dans ce moment qui est un moment terrible, où nous sommes alliés contre la barbarie. Avec à nouveau ce que nous connaissons, et chaque fois sous des formes différentes, et nous le connaissons particulièrement à l'OFPRA, parce que les officiers de protection sont là pour entendre celles et ceux, pas très nombreux, qui parviennent à rejoindre la France dans les différents dispositifs qui sont en place. Au moment où nous parlons, une équipe de l'OFPRA est à Beyrouth pour entendre des réfugiés syriens qui seront réinstallés. Moi, je suis très préoccupé de la situation de familles yézides que j'ai rencontrées dans les camps du nord de la Grèce, où se trouvent des officiers de protection, de manière à ce qu'ils puissent être accueillis comme il convient en Europe. Et on pense notamment à la situation de ces femmes yézides qui ont subi des choses absolument terribles, notamment dans le Sinjar, au moment où l'État islamique a investi le Sinjar. Depuis plusieurs mois, nous sommes à chaque fois dans des phases successives de ce drame. Aujourd'hui, c'est, nous l'espérons tous, la libération de Mossoul, et avec les conséquences immédiates en termes de personnes déplacées. Et nous savons que certains acteurs internationaux et locaux instrumentalisent ces situations-là. Donc l'enjeu pour les uns et les autres est d'abord de venir en aide à l'Irak, et notamment aux autorités du Kurdistan, de manière à ce que les personnes déplacées puissent être accueillies dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est d'abord ça l'enjeu. Le premier enjeu, c'est de mettre un terme à ces situations qui conduisent au déplacement des populations. Évidemment, je pense au moment où nous parlons à nouveau à ces hommes, ces femmes, ces familles qui subissent de terribles bombardements à Alep, avec à chaque fois les mêmes conséquences. Et il faut d'abord parvenir à, et c'est l'enjeu notamment de notre diplomatie et de notre outil de défense, à contribuer à mettre un terme à ces situations-là. Accueillir les personnes déplacées, notamment au Kurdistan, et de nombreuses organisations ONG françaises notamment y contribuent. Les pouvoirs publics y contribuent.
Et puis il y a celles et ceux qui souhaitent et qui sont accueillis en Europe, et pour lesquels, là encore, le droit d'asile doit pouvoir prévaloir lorsqu'il prévaut. Et nous savons qu'il y a des situations très diverses, y compris sur le territoire français, où il faut redire que nous ne sommes pas en afflux massif de demandes d'asile. Nous aurons probablement 90 000 demandeurs d'asile cette année, même si ça rend compte de manière partielle de la réalité de la présence migratoire en France. Et donc, il faut que nous continuions les uns et les autres à pouvoir prendre en charge, notamment au titre du droit d'asile, et principalement en ce qui nous concerne, le droit d'asile. Je pense en particulier aux minorités religieuses d'Irak, je pense à nouveau aux yézidis, aux chrétiens, et nous avons mis en place, j'en parlais tout à l'heure, un dispositif de protection adapté pour ces personnes. Je parlais de la situation des familles qui se trouvent encore en Grèce, pour lesquelles il va falloir trouver rapidement une solution. Et donc, il y a là place pour la mobilisation des uns et des autres, mais l'urgence, elle est évidemment de venir en appui des autorités irakiennes et du Kurdistan pour l'accueil des populations déplacées. Merci Pascal. On voit tout à fait le choc entre l'actualité internationale et puis le choc que ça crée aussi au niveau des collectivités territoriales partout. Dans les années 90, on a inventé le slogan Act Local, Think Global. Et là, on voit bien que tout d'un coup, c'est le global qui vient frapper l'action locale. Stéphane Lecourant, vous êtes chercheur à l'école, aux hautes écoles en sciences sociales, pardon. Vous avez travaillé sur la notion de ville-refuge en décrivant la façon dont les villes et les migrants s'impactent ensemble. Comment est-ce que vous définissez ce processus? Comment vous voyez cette confrontation entre la ville et le migrant? Alors, merci beaucoup de l'invitation. Alors, juste pour préciser que je parle au nom d'un collectif, d'un programme de recherche qui est dirigé par Michel Agier, qui s'appelle « La ville comme frontière, ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font à la ville », et qui déjà dans le titre explique un peu l'ambition de cette recherche, c'est-à-dire d'essayer de comprendre d'un côté comment les villes ont émergé dernièrement comme un des acteurs majeurs de la gestion et de l'accueil des migrants. Alors pas uniquement en Europe, puisque le programme de recherche se déploie de Beyrouth à Calais, avec un certain nombre de capitales européennes aussi qui font partie de l'échantillon, pour voir un peu comment chaque espace urbain, chaque ville a une gestion différentielle en Europe et même en France de la question de l'accueil des migrants. Et tout à l'heure, ce qui a été dit sur les 130 000 communes, si chaque commune accueillait une famille, la question serait peut-être réglée aujourd'hui. C'est une des choses qui nous intéresse, c'est-à-dire voir comment la ville, en tant qu'acteur de l'accueil, est capable de déployer une politique différentielle de celle qui peut être la politique nationale, la politique étatique, et que d'une ville à l'autre, Calais, Grande-Synthe sont à ce titre-là des exemples assez parlants. Chaque ville a la capacité de déployer des politiques un peu différentielles, et c'est au niveau de la ville que différents niveaux politiques supranationales, avec la politique européenne qui a déjà été évoquée, nationale et de la ville, produisent une forme d'accueil, une forme d'hospitalité particulière. Alors on parle d'hospitalité, on pourrait aussi parler pour certains cas d'inhospitalité. On voit qu'aujourd'hui en France, et c'est aussi ça que révèle ce qui a été pensé et présenté comme la crise des réfugiés, on pourrait aussi la penser comme une crise de l'accueil. Et l'arrivée des migrants révèle des choses, des impensés. Ça fait partie un peu d'une longue tradition de la sociologie de l'immigration. Abdelmalek Sayad disait déjà il y a quelques années, des décennies, que l'État se pense quand il pense l'immigration. On voit qu'aujourd'hui la situation se complexifie. Il n'y a pas que l'État qui se pense. On voit comment des nouveaux acteurs apparaissent. Alors ça serait sur la première partie, sur la question ce que la ville fait aux migrants, ce que les villes font aux migrants. Et de l'autre côté, on a aussi le parti pris de se dire qu'il y avait une autre manière de concevoir cette question-là et de se demander comment les migrants présents en ville produisent aussi des choses, comment il y a des coprésences, comment la ville est un espace de frottement, un espace parfois de cohabitation, de confrontation ou de sociabilité pacifique. Et c'est aussi ça qui nous intéresse, de voir comment, dans le 18e, visiblement, l'installation du centre humanitaire est très bien perçue, comment dans d'autres endroits ça se passe beaucoup moins bien. C'est aussi ça qui nous intéresse, de voir comment la présence des migrants aussi produisent des choses sur la question urbaine. Et à ce titre-là, le 18e est depuis très longtemps, et c'est pas
uniquement maintenant, un lieu ou un creuset de nouvelles formes de sociabilité qui sont aussi liées à des migrations bien plus anciennes que celles qui sont connues dernièrement. Donc à la fois, il y a cette question de la coprésence, est-ce que la présence des migrants va produire sur les villes, et de l'autre côté, ce que les villes peuvent mettre en place, et qu'est-ce que ça révèle de la politique actuelle, qu'est-ce que ça révèle de ce que sont les frontières aujourd'hui, et comment les villes participent à définir les nouvelles formes de frontières contemporaines. Merci. Merci pour cette présentation. Une question quand même, parce qu'on a des exemples, par exemple, de villages où le débat a été posé de l'accueil de familles de réfugiés. Alors, il y a eu toute une question par rapport justement au fait que certaines communes s'étaient portées volontaires pour accueillir des familles et finalement n'ont jamais vu personne arriver parce que on préfère avoir des regroupements dans des centres ou en tout cas sur des zones un peu identifiées. Mais je me souviens de l'exemple d'un village, je crois que c'est dans les Alpes de Haute-Provence, qui a décidé d'accueillir une famille et tous les villageois se sont réunis pour discuter de la question et décider si oui ou non ils voulaient accueillir une famille. Et je trouve que ça a un côté très, très intéressant parce que ça confronte à la fois la population à une réalité et puis en même temps, ce que vous dites, hein, ça montre aussi les conflits ou les confrontations que ça peut provoquer à l'intérieur d'un quartier ou d'une commune. Alors, ça me permet de vous dire que le programme de recherche pour lequel je travaille est financé par l'Agence nationale de la recherche, mais est également soutenu par la ville de Paris qui va justement financer une recherche sur ces questions particulières de l'hospitalité individuelle. Et ce que nous, on trouve intéressant à questionner, c'est ce que vous décrivez au niveau du village, c'est-à-dire la discussion qui se passe au niveau du village, c'est aussi une discussion qu'il y a eu au niveau des communes, des États et au niveau européen. Et c'est là où la dite crise migratoire, on voit aussi que ça a instauré un moment politique, un moment où la question de l'accueil s'est posée à des échelles extrêmement différentes. Aussi bien individuel d'un habitant. Alors nous, on a une équipe assez importante qui travaille sur Paris, et vu qu'on est à Paris, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus ici, mais de voir comment certains habitants de Paris ont décidé d'accueillir chez eux des migrants, des réfugiés, comment d'autres font un choix différent. Et c'est là où la question de l'hospitalité privée, l'hospitalité individuelle est reposée dans l'époque contemporaine. Je trouve que l'exemple qui était donné juste avant était assez parlant à ce titre, que finalement il y a très peu de campements et que la plupart des gens sont accueillis à domicile puisqu'ils sont des Irakiens et qu'on va les accueillir de la même manière. Donc le fait que ça pose une question et que ça devienne une question, aussi une question politique et une montée en généralité. Ce qu'on a pu commencer à observer sur les campements et en particulier les campements 18e, c'est que très souvent la démarche est la suivante, c'est d'abord des personnes qui sont descendues donner à manger, donner une couverture aux personnes qui dormaient en bas de chez elles, qu'on finit par créer des associations, ça crée aussi des engagements politiques, parfois jusqu'à la désobéissance civile, parfois jusqu'à des oppositions assez fortes et assez marquées envers les politiques étatiques ou les politiques municipales, mais on voit que ça crée du débat et que ça pousse à se politiser, à réfléchir sur ce qui se passe. Et on se rend compte qu'en commençant par donner à manger en bas de chez soi, on ne peut pas éviter des questions qui sont beaucoup plus générales et beaucoup plus complexes que pose la présence et l'arrivée de migrants en Europe en général. Merci. Avant de redonner la parole à Pascal Brice, moi je suis d'une génération où quand j'étais adolescent, il y avait les boat people qui sont arrivés en France. Et j'étais dans une petite ville, enfin dans une ville moyenne. Et dans mon collège, on a accueilli peut-être une dizaine d'adolescents comme nous, qui venaient du Vietnam ou du Cambodge, d'Asie. Et ça n'a posé aucun problème. Et à l'époque, je ne me souviens pas qu'il y ait eu de discussion sur doit-on accueillir, je ne sais plus combien de centaines de milliers de réfugiés d'Asie du Sud-Est qui sont arrivés en quelques mois. Et tout ça s'est passé de façon tout à fait facile. Pourquoi aujourd'hui c'est si compliqué, Pascal Brice ? Ça nous mènerait quand même assez loin. Je pense que l'anthropologue est mieux placé que moi pour en parler. Et je trouve que le thème de ces études est très précieux sur cette question de l'hospitalité publique-privée. Il y a des choses extraordinaires. Mais moi, je voulais simplement porter un témoignage. Parce que comme nous sommes dans des temps de questionnement sur la démocratie et sur les élus, et que je n'en suis pas un, et que ce questionnement sur la démocratie, les élus, il a bien des raisons légitimes. Moi, je veux témoigner du courage et tout simplement, pardon de la part d'un fonctionnaire de le dire, mais en tant que citoyen, de l'utilité fondamentale des élus dans ces moments-là. Parce que moi, je vois notamment des petits villages, des petites villes
où les élus ont eu un courage extraordinaire. Où lorsqu'ils ont annoncé l'ouverture de centres d'accueil, notamment pour des personnes venues de Calais ou d'ailleurs, ont été confrontés à de vrais débats qui sont légitimes dans leur village ou dans leur ville, mais aussi à des instrumentalisations, c'est-à-dire à des militants venant importer des conflits. Et moi, j'ai rencontré des maires courageux et qui ont joué pleinement leur rôle, c'est-à-dire comme le fait le maire du 18e et comme d'autres, dans le partage, dans l'explication, et qui ont tenu bon, et les choses se passent très bien. Je pense à un village du Pas-de-Calais, je pense à un autre village en Auvergne, où les habitants sont là, les associations sont là, et le courage des élus, et au-delà de leur courage, leur présence en tant qu'élus, a produit des résultats qui, je pense, dans cette période, doivent être salués. Mais je vous remercie de ce témoignage, mais je voudrais dire aussi qu'au niveau européen, ce que vous décrivez là sur la France existe aussi, et qu'on a eu parfois une vision un peu déformée de certains pays européens en disant ils ne veulent pas accueillir. C'était des positions des États, mais moi j'ai rencontré des maires, y compris en Pologne ou en Hongrie ou dans les Balkans par exemple, qui ont vraiment fait un travail aussi auprès de leur population pour expliquer pourquoi il fallait avoir de l'humanité par rapport aux réfugiés. Et par exemple dans les Balkans, c'est incroyable en Serbie où l'accueil des réfugiés a été organisé de façon complètement spontanée et improvisée dans un certain nombre de villages où les citoyens et les maires ont apporté un certain réconfort et en tout cas une aide à tous ces réfugiés. Voilà. Alors, on va tout de suite passer à Régis Savios, qui est chef de la délégation régionale du CICR en France. Le CICR, évidemment, c'est la Croix-Rouge, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Je voudrais juste commencer par vous demander comment la confrontation entre les histoires personnelles des migrants qui sont confrontés à l'exil et les villes, comment est-ce qu'on peut aider les migrants, les réfugiés à se reconstruire, à construire un présent et un avenir dans l'accueil qu'ils reçoivent. Okay, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Peut-être juste préciser que le Comité international de la Croix-Rouge donc, a la mission exclusivement humanitaire de protéger et d'assister les populations en situation de conflit et autres situations de violence. C'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, donc, la réalité du Comité international de la Croix-Rouge, donc, ce sont des pays comme la Syrie, comme l'Irak, ce sont des pays comme l'Afghanistan, ce sont des pays comme la Colombie. Donc, ce sont des réalités aussi de villes qui sont des réalités de villes qui sont certainement très différentes des réalités que vous pouvez vivre aujourd'hui. Donc, quand je parle de villes, je parle de Alep, je parle de Maïdougouri, je parle de Djouba, je parle de Donetsk. Donc, je parle de toutes ces villes qui, aujourd'hui, finalement, sont devenues des théâtres où on se retrouve en plein conflit armé avec des souffrances absolument énormes. Je pense qu'il est aussi extrêmement important de rappeler, et je crois que ça a été dit à diverses reprises, qu'on assiste effectivement à un changement de paradigme. Donc ce n'est pas qu'un phénomène en gros local, régional, mais on parle bien d'un phénomène global, donc cette question de la migration. Et puis on parle aussi finalement des chiffres qui sont finalement les chiffres les plus élevés que l'on a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut savoir qu'en 2015, finalement, toutes les minutes, il y a 24 personnes qui ont été obligées de fuir parce qu'ils étaient confrontés à une situation ou de conflit, ou de violence, ou de persécution. On parle aujourd'hui de 65 millions de personnes déplacées et on parle aujourd'hui encore de 50 millions de personnes dans les villes qui sont confrontées à des situations de conflit ou de violence. Tout cela pour dire que, comme il a été très justement mentionné tout à l'heure, que si on veut répondre de manière efficace à un phénomène tel que celui-là, ça va être une nécessité d'avoir une coordination et le soutien de tout le monde. Donc je pense que là, le premier message pour tous les maires des villes, c'est que les maires des villes sont absolument centraux dans la capacité que l'on va avoir de donner de la protection et de l'assistance finalement à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans le besoin. Donc la Croix-Rouge et toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge sont finalement présentes et actives tout le long de la route de ces migrants. Que l'on parle des pays d'origine,
Donc je viens de parler aux pays qui sont les pays receveurs. Donc on parle peut-être de pays en Europe, de ce côté-ci, finalement, de la Méditerranée. Et là, je pense que pour le CICR, finalement, il y a toujours quelques messages qui sont extrêmement importants à passer. Le premier est un message aux politiques. Donc il est clair que si aujourd'hui, sur le plan politique, on ne trouvera pas de solution au conflit afghan, au conflit syrien, au conflit colombien, au conflit qu'il peut y avoir à travers la planète aujourd'hui, et comme vous l'avez vu, ces crises et ces conflits sont clairement en augmentation, il est très clair aussi qu'il n'y aura pas, à travers des humanitaires, des solutions durables. Donc il faut d'abord que les politiques se mobilisent, que les politiques assument leurs responsabilités et que l'on trouve des solutions politiques à ces différents conflits. Ça, je pense que c'est un élément absolument essentiel si l'on veut aussi finalement trouver un minimum de stabilité et de durabilité aux solutions que l'on veut trouver. Le deuxième message, qui est, je pense, aussi extrêmement important, c'est que si l'on parle maintenant dans les villes d'origine, on doit faire tout ce qui est possible de faire pour maintenir le peu de développement qu'il pouvait y avoir dans ces différentes villes, pour donner une chance à toutes ces populations qui, par principe, n'avaient pas décidé de vouloir quitter leur pays, de pouvoir y vivre, y survivre et avoir une vie normale. Et là, je pense notamment, on vient d'avoir le maire du Kurdistan, de la ville d'Erbil, où le Comité international de la Croix-Rouge travaille. Je pense qu'il faut leur donner les moyens, ensemble avec le maire d'Erbil et le maire de différentes villes dans le monde, on essaye de maintenir le minimum de services de base pour que les personnes puissent survivre, et ce qui va éviter qu'ils puissent et qu'ils doivent fuir leur pays. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soutenir des systèmes d'eau. C'est extrêmement complexe. Et ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est une tendance aussi que l'on voit dans tous les conflits, finalement, c'est que les conflits se sont de plus en plus urbanisés. On a de plus en plus de conflits dans les villes. Donc les réponses humanitaires sont plus complexes, elles sont beaucoup plus dans la durée. Il s'agit de maintenir des systèmes d'eau, il s'agit de maintenir des systèmes de santé pour éviter effectivement que ces déplacements n'augmentent et ne continuent d'augmenter. Donc ça, je pense que c'est un message qui est aussi extrêmement important, le soutien et la solidarité que l'on peut avoir avec ces villes d'origine. Le deuxième message, c'est bien sûr que le principe qui doit guider tout accueil et tout suivi des migrants le long de la route des migrants, c'est bien sûr le principe d'humanité. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. Je pense que ce sont d'abord, de nouveau, comme je l'ai dit, des familles qui ont fui parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que de fuir, parce que la situation était devenue ou trop dangereuse, ou intenable, ou justement qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir rester dans leur pays d'origine. Donc ces personnes ont droit à une certaine protection et ces personnes ont droit à ce qu'ils soient traités avec dignité et avec humanité. Donc ça, c'est un message très fort aux maires des villes. Je pense que les maires des villes ont de nouveau un rôle essentiel à se faire les porte-voix de ce principe d'humanité. Ils ont un rôle essentiel finalement à influencer au niveau de l'État, mais au niveau plus largement régional. Ils ont un rôle à jouer en tant que villes qui sont des réseaux pour effectivement faire en sorte que lorsque l'on va aller en direction de l'accueil finalement de migrants et de personnes vulnérables, on va faire en sorte que la question de principe d'humanité soit une considération humanitaire centrale et qu'on ne base pas simplement les politiques sur des questions sécuritaires. Je pense que ça, c'est extrêmement aussi essentiel. Et puis les villes ont un rôle extrêmement important aussi parce que c'est souvent aussi des plateformes où les personnes migrantes ou les personnes déplacées vont avoir l'information nécessaire qui va leur faire comprendre dans quelle situation ils se trouvent, quels sont leurs droits, quelles sont finalement leurs possibilités et c'est souvent des informations qui peuvent faire une différence absolument énorme pour que justement ces migrants évitent de se retrouver dans des situations qui soient extrêmement risquées ou choisissent justement aussi des routes de migrants qui les mettent dans une situation de vulnérabilité encore plus extrême. Donc pour revenir finalement aussi ensuite au rôle que peut jouer la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge, de nouveau je crois qu'on a d'abord un rôle de se faire la voix de toutes ces victimes que l'on peut voir au quotidien dans tous ces pays dans lesquels nous travaillons. Et de nouveau le message des principes d'humanité qui sont extrêmement, de nouveau, centrales et importants. Ensuite, on va bien sûr essayer, tant que faire se peut, de délivrer de l'assistance à ceux qui sont les plus démunis. Mais je crois qu'il y a un mot qui est beaucoup plus central et qui est au centre du mandat du CICR, c'est celui de la protection. Et dans ce sens-là, finalement, nous, on va toujours essayer, finalement, de faire en sorte que la dignité de ces personnes soit respectée. 3 actions concrètes et expertises que l'on a développées, bien sûr, en tant que CICR.
Vous avez parlé du rétablissement des liens familiaux. C'est bien sûr un réseau absolument mondial de sociétés nationales qui permet de garder le lien entre les différentes familles séparées. Ça fait une différence énorme pour des familles qui souvent doivent fuir, mais ne peuvent pas fuir en tant que famille, mais en tant que famille justement qui sont séparées. Donc là, de nouveau, avec les maires des villes, avec le réseau des sociétés nationales, on peut rendre ce service à des migrants. Une autre activité qui est devenue une expertise du CICR, c'est bien sûr, et elle est aussi très très importante et souvent oubliée, c'est la gestion de toutes les dépouilles mortelles. Nul besoin de revenir sur le nombre de personnes qui sont mortes en traversant la Méditerranée. Ces personnes, c'est d'abord souvent les parents de certains enfants, c'est les frères de certaines personnes, c'est aussi les oncles, les cousins, et donc pour des familles, c'est des familles qui restent sans information et qui ont besoin de savoir où sont passés leurs proches. Donc le CICR a une expertise de gestion des dépouilles mortelles, soutenir finalement les gouvernements, soutenir les gouvernements pour qu'ils soient capables, et les experts pour qu'ils soient capables de reconnaître et gérer ces morts, et surtout donner une chance de pouvoir informer les familles qui auraient perdu un proche. Et la troisième expertise, elle est très fortement liée de nouveau à notre mandat qui date des conventions de Genève et qui veut qu'on va suivre les personnes qui sont normalement, qui ne devraient pas, mais qui sont détenues, dont les migrants en détention, qui bien sûr sont des personnes en situation de vulnérabilité qui ont besoin d'un soutien absolument particulier. Donc merci en tout cas pour donner cette occasion, parce que je pense que c'est effectivement important, au-delà des villes, au-delà des États, au-delà des organisations humanitaires et des ONG, que la communauté dans son ensemble, aussi la communauté citoyenne, la société civile, mais aussi, je pense aussi ici à l'économie privée, je pense que si tout le monde ne se mobilise pas autour d'une situation telle que celle-là, il sera très très difficile de finalement la maîtriser et de la gérer. Merci, merci Régis. Merci pour ce témoignage. On arrive à la fin de notre discussion, mais je voudrais quand même noter 2-3 points. D'abord, on n'a pas parlé de la situation spécifique de certains réfugiés. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des individus. Et on a nous-mêmes travaillé avec nos membres sur cette question-là, de voir quels étaient les besoins spécifiques des femmes, par exemple, qui sont en situation de transit ou de demande de refuge, et les mineurs non accompagnés. Vous parliez des communes et de la gestion des corps et des personnes décédées, qui est terrible. Mais en Grèce, par exemple, il y a plus d'un tiers des mineurs qui sont non accompagnés, soit parce qu'ils ont perdu leurs parents dans la traversée, soit parce qu'ils ont été envoyés tout seuls. Donc c'est une question évidemment essentielle. Et je voudrais aussi parler des maires qui sont confrontés à ce problème-là. J'ai en mémoire le témoignage d'un maire sicilien qui, en une semaine, a dû gérer plus de 300 corps qui étaient arrivés sur ces plages. Je pense aussi évidemment aux Grecs. Monsieur Kaminis, le maire d'Athènes, était avec nous hier, je ne sais pas s'il est encore là aujourd'hui, mais il fait un travail extraordinaire dans sa ville, avec les ONG, avec le CICR, pour répondre aux besoins d'urgence des familles qui arrivent. Et le port du Pirée est devenu une zone de transit incroyable, avec toutes les difficultés dont on a pu entendre parler. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire que les femmes sont un enjeu essentiel dans cette question-là. On va travailler aussi dans les prochains mois avec l'OCDE, Claire Charby qui est là, pour étudier la situation, pour continuer à travailler. On a commencé au CCRE à étudier la situation dans les différents pays européens que nous couvrons, mais on veut continuer à étudier cette question-là, parce qu'évidemment, on n'est qu'au début. Et il faut aussi qu'on ait conscience que cette question, elle ne sera pas résolue malheureusement uniquement par la résorption des conflits dans le Moyen-Orient. C'est évidemment un élément essentiel, mais demain il y aura aussi des réfugiés climatiques, il y aura aussi des réfugiés, il y a déjà beaucoup de réfugiés qui viennent d'Afrique. Donc cette question,
va s'inscrire dans l'agenda national des États, mais elle va s'inscrire aussi dans l'agenda local des municipalités. Et c'était tout à fait pertinent d'avoir ce débat aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on va continuer à l'avoir dans les mois qui viennent. Voilà. Je vous remercie pour votre participation. Merci pour votre attention.